Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission de Radio Bandeira, l'émission française de Radio Bandeira. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre, assisté par Lord Tesla à la technique. À mes côtés, le camarade PGL qui animera avec moi les débats de ce soir et que nous retrouverons en fin d'émission pour ses chroniques cultes et culturelles. Mon cher PGL, nous avons le plaisir de recevoir ce soir deux figures de notre combat militant. J'ai nommé en premier lieu Emmanuel Ratier, journaliste, écrivain, éditeur, animateur de la célèbre Lettres, Faits et Documents, et entre autres auteur dernièrement d'un ouvrage percutant sur le fameux club, le bien connu Le Siècle. Et à ma droite, Pierre Le Vigan, journaliste, philosophe et essayiste, collaborateur d'un nombre impressionnant de revues ces dernières années. Alors dans le désordre, Éléments, Nouvelle École Crisis, Synergie Européenne, Vouloir, Spectacle du Monde, Flash. Et puis il y a aussi des blogs comme le blog d'Europe Maxima, enfin le site d'Europe Maxima, et nous saluons un autre de ces animateurs qui est venu plusieurs fois à ce micro, j'ai nommé Georges Feltin-Tracol. Alors messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous avons un programme chargé, un programme de panorama d'actualité. L'actualité est dense, très dense en ce moment, et demande pas mal de réflexion et de travaux de prospective. Nous allons, dans la mesure du possible, passer en revue l'ensemble des sujets évoqués, notamment dans l'annonce que nous avons faite de cette émission, sans les tronquer. Si nous en oublions, que les auditeurs nous en excusent. Mais il y a tellement de choses à voir qu'il faut bien faire le tri de temps en temps. Et nous commençons tout de suite par un premier sujet brûlant, comme un cocktail Molotov, dirais-je, celui de la Grèce. Depuis quelques semaines, vous n'êtes pas sans savoir que la situation apparaît en tout cas hors de contrôle. Violence, dégradation des conditions de vie, manifestations, blocage de salaire, reprise en main par l'Union européenne, élections, Papandréou aux aguets. Que se passe-t-il véritablement en Grèce ? La Grèce se meurt-elle ? La Grèce est-elle à vendre ? C'est la question que je vous pose pour commencer. Alors, Emmanuel, allons-y. Alors, ce qui se passe en Grèce, c'est assez simple. L'Union européenne a prêté 110 milliards d'euros à la Grèce, sans qu'il y ait pratiquement aucun changement effectif. Donc, la Grèce est dans une situation financière catastrophique, et cette fois-ci, il faut trouver 120 milliards. Sinon, l'État grec dépose son bilan, c'est-à-dire que les fonctionnaires seront plus payés, les administrations fonctionneront plus, ce qui n'est pas forcément un mal. Mais ça fait véritablement exploser le système. L'Union européenne pourrait parfaitement faire exploser le système grec, dont on pourra parler, qui est un système fondé sur pratiquement 40 ans ou 50 ans de socialisme, sur une corruption extrême, sur une administration totalement inefficace, sur une fraude colossale, sur un assistanat social énorme et une aspiration, une pompe aspirante des subventions européennes. Parce qu'il faut quand même être clair, les Grecs n'ont pas la productivité horaire des Français ni des Allemands. Et comme il y a la monnaie, dur avec les Grecs. Non, mais comme il y a la monnaie unique, l'adaptation se fait par le taux de chômage. D'accord. À partir du moment où les gens travaillent pas, ça coûte extrêmement cher pour de multiples raisons. Je ne vais pas vous faire une théorie économique ce soir. Alors pourquoi est-ce que normalement l'Union européenne ne va pas laisser la Grèce faire faillite ? C'est que tout simplement, en particulier la France, parce que c'est la France qui pousse à la roue, c'est que c'est la France qui a... les banques françaises sont les plus engagées auprès des banques grecques. En particulier le Crédit Agricole. Et donc, le Crédit Agricole, qui est la première banque française, risque de laisser d'énormes plumes, de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros, si l'État grec se déclare en cessation de paiement. J'ai ouï dire justement que 2 ou 3 banques françaises, dont le Crédit Agricole, mais aussi la BNP, avaient été pas mises à l'index, mais moyennement notées ces derniers jours à cause de cet engagement. Le risque est grand pour les établissements bancaires français. Bon, on va pas pleurer ici, on n'a pas pour habitude de leur passer de la pommade, mais est-ce que c'est un risque de faillite également ou pas ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que
ces banques... il y a une banque, par exemple, il y a une banque d'affaires qui dépend du Crédit Agricole, qui s'appelle Calion, mais c'est pas ces banques-là qui sont impliquées, c'est le Crédit Agricole en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers ou des millions de personnes qui ont leur compte au Crédit Agricole, qui risquent de perdre leur dépôt. C'est-à-dire que... PGL, c'est votre cas, là? Oui. Là, j'avais dans l'idée d'y aller, mais je crois que j'aurais freiné mes envies. En gros, la Banque Centrale Européenne et les États ont dit qu'il était impossible de continuer à payer pour la Grèce. L'Allemagne en tête. Compris, qui arrête les frais. Donc, ils ont demandé que l'État grec vende un certain nombre de biens d'État, les chemins de fer, la poste, etc. en masse, etc. Bon, ça représente à peu près 50 milliards d'euros. Donc, c'est absolument pas résoudre le problème. En revanche... puisque la dette est de 350 milliards, la dette grecque, c'est à peu près 150% du produit intérieur brut de la Grèce. Donc, effectivement, 50, ça fait qu'un petit pourcentage. Et ça va en 350, Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, la Grèce emprunte sur le marché international, mais pratiquement plus personne ne lui prête sur le marché international. Donc en fait, c'est des prêts... les indices de notation sont triple C, des agences de notation. C'est des prêts, en fait, des banques européennes à la demande de l'Union européenne. D'accord. Et c'est-à-dire que sur le marché international, ils doivent emprunter entre 17 et 25% de taux d'intérêt. Oui. Ce qui fait que personne ne peut tenir. Donc l'Europe leur verse, fait des prêts de l'ordre de 7 à 8%. On peut parler de perfusion, là. Les agences de notation financière, sur lesquelles on peut dire ce qu'on veut, estiment actuellement qu'il y a 50% de risque pour que l'État grec dépose son bilan, se déclare en cessation de paiement en octobre ou en novembre de cette année. C'est-à-dire que c'est à nos portes. Ça ne va pas forcément se produire. C'est ce qu'avait d'ailleurs décrit Monsieur K dans une émission que nous avions fait sur la crise financière et économique, en disant qu'il y avait de très fortes probabilités que des pays tombent avant la fin de l'année. C'est ce que dit Michel Drac, c'est ce que dit Hervé Juvin, c'est ce que dit Roubini, c'est ce que disent toute une série d'économistes. Alors, le cas grec n'est pas isolé. On parle du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande. Il y a un effet boule de neige ? Non, c'est plutôt une espèce d'effet domino, parce que va se superposer là-dessus la spéculation internationale qui est conduite essentiellement par les États-Unis. Il y a une lutte, on reviendra peut-être sur la Grèce tout à l'heure, mais il y a une lutte. On y est, on peut rester sur la Grèce, il n'y a pas de souci. Oui, mais bon, donc, pour reprendre justement, qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est arrivé on pourrait dire dans une année décisive ou dans un nœud qui va peut-être durer 18 mois ou 2 ans, mais ça ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une guerre entre deux monnaies, il y a une guerre entre l'euro et le dollar. Quand l'euro a été créé en 2000, l'euro valait $1. Aujourd'hui, l'euro vaut 1,35 ou 1,40 $. Si ça continue avec le quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets américaine, mais il n'y a plus de planche à billets réelle, c'est une simple écriture où on crée de la monnaie, des milliards et des milliards d'euros. Oui, c'est de la monnaie numérique. Si les Chinois, pour être très clair, qui ont les plus grosses réserves de dollars du monde, commencent à vendre le dollar et privilégient l'euro va encore augmenter et le dollar va s'effondrer. Donc ça risque d'entraîner la faillite des États-Unis. Qui est déjà, les États-Unis qui sont déjà au bord de cette faillite. Qui est inscrite par un certain nombre d'économistes entre 2017 et 2025. C'est ce que dit Hervé Couto-Begari. On entend beaucoup parler de 2017, oui. Voilà, mais Hervé Couto-Begari disait plutôt 2025, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est la première puissance militaire du monde. C'est ça qui est essentiel. Donc ça implique éventuellement une fuite en avant qui pourrait être militaire. Ce qui compte, c'est... Avec un conflit qui pourrait mettre des compteurs à zéro. Il faut bien comprendre, c'est que c'est le pays qui a le plus grand nombre, et très très largement, de porte-avions. Voilà. C'est la diplomatie de la canonnière, à un moment. Bon, il y a le contrôle des mers. La puissance du dollar, plus la puissance militaire. Voilà. Et donc, toutes les banques américaines et les établissements financiers qui sont domiciliés dans des paradis fiscaux, où des gens comme Soros jouent le dollar contre l'euro. Et le fait, si la Grèce dépose son bilan, il va y avoir une spéculation effrénée pour essayer de casser l'euro. Voilà. Donc, il faut dire, on est un peu dans les mâchoires, si j'ose dire, d'un piège à con. On est bloqué au milieu. C'est un peu comme l'économiste du FMI qui était harcelé par Dominique Strauss-Kahn et qui disait « si je cède, j'ai tort, et si j'accepte pas, j'aurai tort aussi ». Et donc là, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est des phénomènes qui échappent complètement à la Grèce et des phénomènes qui échappent très très largement à l'Europe. Il tourne chaque jour dans le monde
15 fois au moins le produit intérieur brut mondial. C'est-à-dire que la spéculation financière n'a plus aucun rapport avec la réalité économique. Oui. Voilà. Il y a un décrochage complet. Oui. Les gens peuvent passer, des traders peuvent passer, des spécialistes de produits dérivés peuvent passer 4 milliards comme ils peuvent en passer 4000. Ça ne veut plus rien dire. C'est des gens qui sont déconnectés totalement de la réalité. Bon. Donc pour en revenir au terrain, ce qui risque de se produire, c'est que la Grèce, on vit depuis un certain nombre d'années très très largement au-dessus des moyens, ayant profité des largesses européennes, et que donc l'État socialiste, et c'est des quelques grandes familles qui se sont criées un clientélisme, un peu comme en Tunisie. Et donc, comme il y a moins de redistribution, il va y avoir une révolte de la population. C'est ce qu'on voit dans les rues. C'est déjà commencé. C'est pour ça que je parlais de cocktail Molotov en introduction. Les manifestations de ces derniers 48 heures ont été très, très violentes. Voilà. Et la Grèce est un des rares pays d'Europe où il y a une extrême gauche extrêmement violente et une extrême gauche terroriste, qui n'hésite pas à tuer, à poser des bombes, ce qui n'est plus le cas dans d'autres pays en Europe où la surveillance policière est plus importante. Mais alors, ce qui frappe également dans les images, c'est que ce n'est plus seulement cette extrême gauche qui est on va dire au cordeau et dans la rue. On voit des fonctionnaires, on voit des retraités qui attaquent les forces de police à coups de manche de pioche. Il y a quand même des images assez étonnantes. Le gros problème, je répète, très honnêtement, on va dire que là, c'est pas la rhétorique ratie habituelle, mais les Grecs vivent au-dessus de leurs moyens, exactement comme les Portugais vivent au-dessus de leurs moyens. Les Irlandais aussi, alors, pour le coup. Ils ont bénéficié de... L'Irlande, c'est un peu différent parce que... ils ont quand même aussi bénéficié d'une manne européenne énorme. Oui, mais c'est surtout parce qu'il y avait eu des entreprises américaines. Non, il y avait eu surtout des zones franches énormes. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu le dragon celtique, qui en fait ont relativement peu profité à un certain nombre de gens, et comme en plus c'était très tourné vers la finance, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Bon. Mais comme il y a un système de redistribution sociale qui est beaucoup moins, un matelas moins important qu'en France, la crise est beaucoup plus ressentie. Parce que, si vous voulez, en France, l'évolution s'est faite petit à petit. En Grèce, c'est extrêmement rapide, comme au Portugal. Vous allez au Portugal, vous allez en Grèce, les gens circulent dans dans de gros véhicules neufs achetés à crédit. Donc les gens ne se trouvent pas du tout dans la position française, où en France, on a un des premiers taux d'épargne mondiaux en France. Dire qu'en France, il y a un problème parce que les gens ont peur de l'avenir. Les gens ont peur de l'avenir et donc ne dépensent pas. Voilà. Alors que dans les autres pays, ils sont totalement endettés. C'est complètement différent. Alors, ça veut dire que ça nous protège dans une certaine mesure de la vague. Alors, je ne sais pas si Pierre Le Vigan aura une autre analyse, mais je doute vraiment que l'Europe accepte de mettre que la Grèce, l'État grec dépose le bilan. Je pense ils vont échelonner la dette et ils vont impliquer plus les banques en créant des produits dérivés extrêmement complexes sur lesquels les gens ne comprendront rien, et ils vont placer ces placements un peu comme ont fait les États-Unis pour repousser la crise plus loin. Oui. Et je pense qu'un certain nombre d'épargnants français... Un protectionnisme financier. Non, mais vont se retrouver embarqués. Ils vont retrouver dans leur... Vous savez, vous avez un PEA, vous avez vous avez une assurance vie, vous allez vous retrouver sans même le savoir avec des produits grecs à l'intérieur. Et puis... C'était le problème des subprimes qui avait été financiarisé. C'est exactement ça. Mais ça repousse la crise à plus loin. Et actuellement, comme il n'y aura pas de solution radicale qui seront adoptées, la solution radicale, ça serait très simple. C'est ce qu'ont dit les Allemands, c'est que les Allemands, ils peuvent acheter les îles grecques. On peut même proposer d'ailleurs à la Turquie d'acheter des îles grecques. Bon, mais il n'y a aucun problème. Ils ont une richesse énorme. À la limite, les Anglais peuvent racheter les parties du Parthénon qui leur manquent. C'est scandaleux de dire ça, mais si on veut... Il y a un expert comptable qui a écrit un ouvrage absolument remarquable qui s'appelle Monsieur Rouge, et plus son nom, sur la faillite de l'État français. Et il dit, à la différence d'autres pays, c'est qu'on peut faire 3 fois l'opération de la faillite de l'État en France si on vend les collections des musées et si on vend les biens nationaux, c'est-à-dire les châteaux, les églises, etc. Voilà. C'est une richesse énorme qui est pas comptabilisée pratiquement parce que l'État la comptabilise pas. Mais si vous la comptabilisez, vous vous rendez compte qu'ils ont des possessions énormes. S'ils vendent quelques dizaines d'îles,
c'est-à-dire des terrains, etc., où les Allemands vont installer 3 aéroports. Je ne dis pas que j'approuve, mais on va se créer des immenses cités de vacances, etc. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Ibiza, en République tchèque, avec les stations de ski. Le problème de l'État grec, ils ont 4 ou 5 ans devant eux, ils n'ont aucun problème avec tous les crédits qu'ils veulent. Le problème, c'est que ça sera mal ressenti par la population. Puis c'est reculé pour mieux sauter. Et c'est reculé pour mieux sauter. Mais moi, je vous dis ce que je vois dans les quelques mois à venir. Je ne sais pas ce qu'on peut en Pierre Le Vigan. Oui, moi, ce qui me paraît intéressant comme constat, c'est qu'effectivement, on a construit l'Europe économique bien avant de construire une Europe politique, une Europe de la défense. Et effectivement, on a mis dans cette Europe économique très tôt la Grèce, puisqu'on l'a mis dans l'Europe bien avant la chute du mur de Berlin. Et je pense que c'est une erreur, parce que le niveau, effectivement, de productivité de l'économie grecque était et est toujours infiniment inférieur à celui des Français, des Italiens, des Allemands, et donc ça n'a pas de sens de mettre la Grèce dans une zone de libre-échange. Alors, j'ai tendance à penser que idéalement, mais on n'en prend pas le chemin, il faudrait recentrer l'Europe sur son noyau dur, c'est-à-dire l'Europe occidentale, c'est-à-dire en gros France, Allemagne essentiellement, et puis Italie. Vous parlez là de l'Europe économique. De l'Europe tout court, enfin de l'Europe politique et économique. Voilà, et parce que effectivement, au-delà, ça fonctionne pas. Je vais être pire que ça, moi, je crois qu'il y a 2 Europes. Bon, il y a l'Europe effectivement culturelle, mythique, etc., dont l'Italie, enfin Rome et la Grèce sont le berceau. Donc moi, je vois mal une véritable Europe, en tout cas une Europe impériale, sans la Grèce et l'Italie. C'est des éléments fondamentaux. Mais économiquement, c'est intenable. Pour vous dire, quand vous partez en vacances en Tunisie, c'est peut-être pas le cas en ce moment, vous avez une semaine pour rien du tout en Turquie, vous allez en Grèce, qui a un niveau pratiquement de développement identique, et où les prix sont 4 à 5 fois plus chers. C'est ça le problème, c'est qu'ils vivent beaucoup. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas les auditeurs, quand vous allez à Athènes, pour trouver un hôtel en dessous de 150 à 200 euros, c'est pratiquement impossible, c'est plus cher qu'à Paris. Parce que à Paris, vous pouvez vous trouver des chambres moins chères. Là-bas, tout est cher. Ça a complètement changé. On n'est plus dans le quartier de Plaka il y a 25 ans, avec les hippies, etc. C'est terminé. C'est extrêmement rentable. Donc, il y a moins de gens qui y vont, donc ça coûte très cher. Donc, c'est intenable, parce que leur richesse, la vraie richesse de la Grèce, pour le moment, c'est le tourisme. Alors, pour en revenir au noyau, en fait, on va vers ce qu'on appelle l'Euroland. C'est-à-dire que des pays qui ont un niveau de développement économique et relativement identiques vont sans doute constituer le noyau dur de l'euro, et les autres vont partir aux périphéries. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne, qui est le moteur de l'euro. Des sorties sont prévisibles. Oui. Ouais. À mon avis, c'est ce que faut-il en sortir d'ailleurs dans cette bataille avec le dollar. C'est ce que disent de nombreux économistes. Mais ce qu'il y a, c'est que, ou alors utiliser ce que disait Maurice Allais, avoir un euro pour l'exportation au niveau de l'Union européenne et des monnaies nationales. Une monnaie technique, finalement. Voilà. Une monnaie commune et pas unique. C'était très, très intelligent. Donc, mais on l'a pas beaucoup écouté, Maurice. Ce vers quoi on va. Oui, il avait même été obligé de créer sa propre maison d'édition pour publier ses livres. Mais donc, on va vers, sans doute, l'Allemagne, le Benelux, c'est-à-dire Belgique, et encore la Belgique, peut-être plutôt la Flandre, la Hollande, mais la Flandre, et le Luxembourg, et les pays scandinaves. La Wallonie est en faillite. Et les pays scandinaves. La France risque d'être attachée encore pendant une partie, un certain nombre d'années, à cette zone euro, cette Euroland, on peut dire, parce qu'il y a des liens très étroits. On sait très bien que c'est la France-Allemagne qui est le moteur de l'Europe. Bon. L'Italie y est encore, mais la France peut parfaitement en sortir, et l'Italie aussi. Et à mon avis, on va plutôt vers une Europe du Nord. Une Europe du Nord, il y aurait un bloc latin au sud ? France, Italie, Espagne, Portugal ? Je pense que c'est dans la logique des choses. On le ça remarque, a été évoqué, c'est pour ça que je pose la question. Certains ont déjà parlé d'un bloc latin. Oui. De toute façon, il y en avait certains qui disaient que la France s'arrêtait au niveau de la Loire.
C'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau. Alors, savez, je rebondis sur. En Allemagne, c'est le Brenner complexe. Hein. Je rebondis sur l'évocation de l'Europe là, et pour revenir à quelque chose qui s'apparente un peu à la cuisine interne, on va pas. Mais ces dernières années, s'est développé dans les milieux nationalistes, patriotes, identitaires, une véritable europhobie, hein, une levée de bouclier contre toute évocation de l'Europe. Et pour qui a milité 15-20 ans auparavant, le choc la bascule est très évidente aujourd'hui dans nos milieux, on va dire. Hein, il y a une confusion Union européenne, Europe, identité européenne comme abandon de l'identité nationale. L'Europe, c'est la cerise sur le gâteau et pas le principal de notre travail. Et il semblerait que, notamment je pense à Laurent Ozan que nous avons eu ici au micro, il semblerait que ce soit par choix politique et tactique ou par philosophie, on revienne et on privilégie la patrie. En tout cas, le cadre national comme cadre de reconquête. Je pense que Pierre Le Vigan, qui s'occupe plus du domaine des idées, peut sans doute mieux répondre que moi. Je dirais seulement ça a une incidence avec notamment la situation grecque vient apporter de l'eau au moulin Moi, je dirais que, en fait, la tendance actuelle est de dire que si on n'a pas su résoudre les problèmes d'une manière globale, c'est-à-dire au niveau d'un continent, au niveau pour l'Europe, il est sans doute plus facile de les résoudre de manière locale. On s'en rend bien compte avec les dizaines de milliers d'immigrants clandestins tunisiens qui sont arrivés en Europe, en passant par Chypre, en passant par la Crète, en passant par l'Italie. Ils sont plus seulement tunisiens. Oui. Aujourd'hui, c'est tout le Sahara qui remonte vers la Libye Turquie, et la Tunisie. Énormément de gens passent par la Grèce. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lois qui ont été l'Europe passoire, les lois qui ont été adoptées au niveau européen, vous avez par exemple des 500 immigrants clandestins qui arrivent à Chypre, ou mettons en Crète. Voilà, ou à Malte. Vous avez 3 fonctionnaires qui s'occupent de la question migratoire. Aucun ne parle la langue. Et par la jurisprudence européenne, on ne peut pas maintenir en détention provisoire ces gens-là plus de 4 jours. Donc au bout de 4 jours, ils sont libérés. Et on leur dit, vous partez ailleurs. Mais ils sont à l'intérieur de l'Europe. C'est un autre pays. Pierre ? Oui, tout à fait. Je crois qu'alors effectivement, l'Europe a énormément déçu, parce que l'Europe concrète s'est avérée être une Europe passoire, sans identité. Une Europe monde. Une Europe monde, et c'est-à-dire que en fait, l'Europe qui devait théoriquement nous protéger en quelque sorte collectivement, qui devait être une extension de la notion de sécurité à une échelle plus grande, s'est avérée en fait une simple étape vers la mondialisation sans frein et aussi la dérégulation économique complète. Alors, d'où une énorme déception et effectivement un repli sur l'échelon national de beaucoup de gens attachés à l'identité française, mais aussi aux identités européennes, sachant qu'évidemment l'Europe concrète s'avère l'ennemi des identités françaises et européennes. Donc ça, c'est tout à fait clair. On ne sait pas, du coup, rétrospectivement, on peut penser qu'on s'est un peu enflammé quand même dans les années 80-90, en parlant d'Europe. Enfin, moi, je dirais qu'il y a eu l'idée qui était relativement prédominante dans un certain nombre, je dirais, de la droite nationale révolutionnaire, la nouvelle droite, etc. C'était en fait l'idée d'une Europe impériale. Une Europe puissante. Mais c'est toujours valide, ça. Un bloc continental, ouais. Ce qui a Même été, si la réalité s'éloigne. Mais ce qui s'est produit dans les faits, c'est une Europe néolibérale, mondialisée, avec un recul des acquis sociaux, une Europe passoire, une Europe qui confie... L'Union européenne ne pouvait en aucune manière être une étape. Une Europe qui confie sa défense, qui réintègre totalement l'OTAN, etc. Une Europe qui a aucune autonomie, qui a un nain diplomatique. Bon, il faut jamais oublier que l'Union européenne est plus peuplée que les États-Unis, a une puissance économique beaucoup plus importante, a une image nettement supérieure dans le monde, mais que
Tout a été fait, notamment par le cheval de Troie, qui est la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Europe, porte-avions américain. Voilà, plus une certaine vassalité allemande forcée, parce que les troupes américaines étaient installées en Allemagne, et puis des liens plus qu'étroits, par exemple, de l'Italie avec les États-Unis. L'Italie sert de porte-avions en Méditerranée aux États-Unis, d'où les scandales. Depuis la fin de la guerre, comme l'a montré Gabriel Adinolfi, par exemple. Les scandales de la loge P2, etc., dans lesquels il lourdement le réseau Gladio, l'OTAN, etc. Donc ça ne représente pas du tout ce qu'espéraient les Européens, et les Français notamment. Je vous rappelle les campagnes pour Maastricht où on a dit si vous votez pas pour Maastricht, ça va être la faillite. Mais si vous votez pour Maastricht, ça va être formidable. Après, on leur a dit si vous votez pour l'euro, ça va être formidable. On leur a dit après si vous adoptez la Constitution européenne et Lisbonne, de toute façon, vous pouvez pas aller en arrière. Et à chaque fois, il n'est jamais arrivé quelque chose de mieux. Donc, les gens n'ont plus confiance dans le mythe européen. Et les derniers, on pourrait dire, qui y croient encore un peu, c'est les socialistes. Mais cette idée n'est absolument plus populaire. Ça leur permet d'adoucir leur vassalité au libéralisme, finalement. En fait, ce qu'ils veulent, je dis toujours, c'est des altermondialistes, à la limite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des internationalistes et ils veulent que les pratiques sociales les plus favorables dans chacun des pays d'Europe s'appliquent à la totalité des pays d'Europe. Ce qui va encore un peu plus imploser la marmite. Alors, ce qui est un petit peu nouveau, d'ailleurs, c'est qu'il apparaît dans le champ politique encore très timidement, mais quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'altermondialisme, qui est les thèses démondialisantes, si je puis dire. Presque une façon d'être anti-mondialiste. C'est quand même assez étonnant de voir Arnaud Montebourg se réclamer de la démondialisation. Que bien entendu, ça soit pas forcément quelque chose à prendre au pied de la lettre. Bon, ça c'est autre chose mais il se trouve que ce positionnement, qui d'ailleurs est quand même très attaqué par tous les mouvements de pensée plus politiquement corrects, était quand même inimaginable il y a encore 5 ans. C'est-à-dire que qu'un député, que quelqu'un de relativement connu, disons, prône la démondialisation, même si pour l'instant ce ne sont que des paroles, c'est quand même assez étonnant. Alors, ça va à la suite de Jacques Sapir et de son dernier bouquin. Donc, il y a quand même quelque chose là de tout à fait nouveau, parce que c'était un peu facile de prôner une autre mondialisation, l'altermondialisme, c'était vraiment la tarte à la crème. Là, non, ça va beaucoup plus loin, c'est quand même l'idée de démondialiser, donc de relocaliser, c'est quand même là une thématique qui nous est assez familière autour de ce micro, mais qui justement ne l'était guère au-delà, si je puis dire, des non-conformistes que nous sommes. Chose intéressante, et on y reviendra tout à l'heure parce qu'on s'arrêtera là-dessus un peu plus longuement, mais il y a quelques jours, le Premier ministre, Monsieur Fillon, a parlé de protectionnisme et de patriotisme économique. Là aussi, c'est tout évidemment à prendre avec des pincettes et avec toute la distance qu'il faut, mais c'est quand même étonnant. Non. Honnêtement, là, c'est pas étonnant. Arnaud Montebourg, peut-être, mais alors, François Fillon, non, c'est comme Claude Guéant qui en sort une nouvelle tous les matins en extrémisant la politique migratoire. Je veux dire, dans 3 mois, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va bientôt dire... Enfin, on se demande s'il va dire qu'il faut mettre... Il y aura pied à coulisses et la ségrégation raciale. Non, mais on se demande s'il va dire qu'il faut mettre les immigrés dans des bateaux rouillés et les couler en Méditerranée, parce qu'il en rajoute une tous les matins. C'est vrai. C'est les enfants d'immigrés travaillent pas, il faut des travailleurs français pour occuper les emplois de serveurs, il faut réduire l'immigration légale. Je dis pas que ça soit pas une bonne chose, mais il faut pas les croire, puisque dans le même temps, ils négocient une augmentation des quotas avec la Tunisie. Tout à fait. Donc il n'y a jamais eu autant d'entrées d'immigrés que depuis que Sarkozy est au pouvoir. Fillon, c'est purement de la parole. Voilà, comme tous les membres du gouvernement. Voilà, on est vraiment au chiffre officiel, au moins 210 000 immigrés nouveaux par an, et c'est vraiment les chiffres officiels qui minimisent. 160 000 naturalisations. Bien entendu. Donc on a pratiquement, on a quoi, la ville de Montpellier chaque année qui reste à peu près de ça. Il y a une nouvelle ville de Montpellier. Alors, quelqu'un qui pouvait, on va revenir un peu sur lui, quelqu'un qu'on avait présenté comme le sauveur de la Grèce notamment, le Zorro du FMI, et qui s'avère être plutôt finalement incarner la figure du pervers pépère, c'est DSK. On revient
revient rapidement là-dessus. Qu'est-ce que vous ont inspiré les suites judiciaires de cette affaire, le show médiatique à l'américaine, avec l'Angélique Anne Sinclair en Blanche-Neige qui vient sauver son cochon de mari et compagnie. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça finalement ? Alors, pour moi, c'est une affaire franco-française. D'accord. Je vais pas être méchant, mais enfin quand même, je vais être méchant ce soir. Donc, Il faut, je vais demander aux ici, on peut. je vais demander aux deux animateurs qui sont ici. Je vais pas demander à Pierre Le Vigan, mais Pierre Le Vigan a évidemment la réponse. Comment s'appelait le prédécesseur de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI ? Bip. Voilà. Personne n'en a cure. Et oui. Bon. Et comment s'appelle le nom du président de la Banque mondiale qui a exactement le même niveau de responsabilité que Dominique Strauss-Kahn ? C'était un Français. Non, actuellement c'est Richard Zellick. Non, c'est avant. Zelig. Voilà, bon. Mais Et avant, donc, c'était un Français. Mais pour vous dire, c'est une affaire parce qu'elle l'a mis. Mais il est à l'OMC, lui. Voilà, maintenant, en ce parce moment. qu'elle a mis, d'accord. C'est le patron de l'OMC. Ouais. Bon. Mais donc, vous vous rendez compte que tout de suite, c'est une affaire franco-française. Quand vous allez aux États, les seuls journaux qui en ont véritablement parlé aux États-Unis, c'est les quotidiens populaires de New York. Et le Washington, c'est le Washington Post. Il faut savoir, oui, ils sont et grands quelques dedans. journaux de qualité. En fait, aux États-Unis, Mais- Strauss-Kahn était très peu connu. Personne très peu ne le connu. connaît. Les États-Unis s'intéressent ça à les trois intéresse C'est choses. le lutin lubrique qui Les- fait l'actu, quoi. Les Américains s'intéressent à trois choses. Quand ils lisent des journaux ou qu'ils regardent Internet, ils s'intéressent au sport. C'est-à-dire qu'ils adorent le basket Le football le américain, baseball, le baseball et le football et américain. le hockey, Voilà. qui est quand même la plus grande recette. La seconde sportive chose qui les américaine. intéresse, c'est les Tea Parties. Oui. Et la troisième chose, c'est les petits boys qui sont en Afghanistan. Ouais. En dehors de ça, il n'y a rien. Il faut savoir que quand vous faites la politique étrangère dans son intégralité, occupe 4% de la surface des journaux américains. Quand vous reprenez la France, c'est même pas... Ce qui est normal dans un pays qui a la dimension d'un empire, finalement. C'est pas très intéressant. Donc, inutile de vous dire que personne ne connaît Dominique Strauss-Kahn. C'est une affaire totalement française. D'accord. Quand vous enlevez justement les quotidiens populaires américains, les journaux américains, ils titrent tous sur la crise, sur l'enquête qui a été déclenchée, sur les banques qui auraient provoqué la crise financière mondiale. Ils titrent jamais sur Dominique Strauss-Kahn. Bon, les seuls qui titrent, c'est d'ailleurs assez méchamment, bon, c'est parce qu'ils ont une dent contre la France et ils disent, voilà, les Français... Ah oui, il y avait des titres. égaux à eux-mêmes. Voilà. Il y avait d'ailleurs des titres assez évocateurs dans la presse américaine en français sur le pervers, Voilà. the pervers, Et oui, mais ça, c'est des... Le perve. Voilà. Le perve. Le perve. Le perv. Le perv. Le Mais perve. ça, c'est vraiment des petits règlements de compte. C'est comme les French fries qui avaient été supprimés, Ah les oui, frites, je me souviens, etc. ou le vin dont les Voilà, bon. bouteilles étaient cassées dans les caniveaux à Mais l'époque. une autre aberration, ce qui est plus intéressant, je trouve, je l'ai un peu décrite dans Fait C'est les Document. répercussions en France. C'est cette espèce d'aberration extraordinaire. On a vu le complotisme naître à gauche, Génial. où tout le monde a dit c'est un complot. Alors on ne savait pas, mais Michel Saban, vice-président du Conseil régional, qui dit c'est un complot du FMI contre son directeur général. Bon. Vous avez des gens qui disent c'est un complot, c'est des complots. Jacques Pourquoi Lang, Parce qu'ils étaient tous l'a certains. évoqué. Ils étaient tous certains qu'il était déjà pratiquement président. Et donc, comme il se produit une chose énorme, en France, il aurait fait ce qu'il voulait, il se serait jamais fait prendre. Là, aux États-Unis, pas de chance, il se fait prendre. Ah, il rigole pas avec ça. Donc, comme en plus, aux États-Unis, on peut tout faire si on monte sur la table et qu'on s'excuse. On dit un peu comme en Corée, au Japon, mais Certes, c'était Donc- un vrai exercice, donc- Clinton avec Hillary donc, et voilà. bien d'autres. Mais après, il faut jamais refaire la même erreur. Parce que là, ça veut dire qu'on a... Je recommencerai plus. Exactement. Et lui, il a recommencé. Donc, il s'en était tiré au FMI, là, il s'en tire pas. Donc, ça devient un drame français. Mais ce qui est totalement délirant, c'est que vous avez eu, un peu comme en 2002, entre les deux tours, on parlait plus que de Le Pen. Vous savez, vous preniez la météo, on parlait de Le Pen. Vous preniez la pêche à la ligne, on parlait de Le Pen. Vous preniez de Nicolas le Jardinier sur France Mais d'ailleurs, Inter. dans les bulletins météo, on appelait à voter Bon. contre Le Pen. Voilà. Et là, Et au chiffre et les et lettres. là, on a Dans les parlé chiffres et pendant les lettres, on en a 10 parlé. jours exclusivement de Dominique Strauss-Kahn. À partout, toutes Ce les qui chaînes, est toutes les radios. rien tous du les- tout, quoi. On va pas dire c'est peanuts, quoi. C'est une petite arachide, quoi. C'est rien du tout. On en a parlé comme ça.
C'est sidérant. Et alors, ce qui est en plus extraordinaire, c'est de Avec penser... le génial angélisme des médias qui faisait semblant de découvrir la perversité du bonhomme. Et ce qui est extraordinaire, c'est surtout de dire la France est touchée, la France est en deuil, etc. Mais comment des Français peuvent-ils s'identifier à Dominique Strauss-Kahn ? Alors, est-ce que c'est les Je veux dire Français qui- ou la classe médiatico-politique ? C'est la classe médiatico-politique. Voilà, quand même, Et on dicte aux gens, mais les gens qui regardent pendant 3 ou 4 heures par jour la télévision ne peuvent que adhérer finalement dans leur inconscient à ce genre Eh de ben, choses. pourtant, Emmanuel, et là, je me tourne aussi vers Pierre, il semblerait quand même que la réaction populaire cet été de se régaler de la chute d'un gros quand même. Il y a beaucoup de commentaires de gens sur les forums, sur Internet qui disaient « Ah, ça fait du bien Non, mais c'est très peu de choses. voir un gros cochon équarri ou de... qui est Tiens, certain- il y en a un qui est au bout de la pique. » Il y avait quand même une espèce de régalade populaire. Non, c'est à- Ça a été l'occasion de critiquer la justice américaine, ce qui est assez paradoxal, parce que les réformes de la justice qui ont été introduites depuis plusieurs années visent au contraire à se rapprocher précisément du modèle oui, américain. complètement. Et on peut plaider Donc, coupable maintenant. De toute façon, donc c'est tout à fait curieux. De toute façon, c'est simple. Quand il arrive quelque chose à un Français ou à un réfugié, par exemple, Florence c'était- Cassez au non, mais Mexique, par exemple, ça a été oui, caricatural vous avez- aussi. Non, c'est non, vrai, mais on vous l'a avez- oublié, ça. non, mais vous avez Battisti en Italie. Il n'y avait pas de justice en Italie. Donc c'était normal qu'il vienne en France. Bon. Et le Brésil a eu raison de ne pas l'extrader. Quand vous avez Florence Cassez au Mexique, mais il n'y a pas de justice au Mexique. Et maintenant, il n'y a pas de justice aux États-Unis. Quoi. Le seul pays, en fait, où il y a une justice, c'est la France. Quoi. Ouais, on- C'est extraordinaire. On la Chaque fois connaît qu'il- bien d'ailleurs. Voilà, Elle ben marche. voilà, Elle c'est marche exactement. vraiment, hein. Chaque fois qu'il y a un Toujours problème, notre vieux messianisme teinté d'arrogance. Roger, Absolument, voilà. le pays des droits de l'homme, voilà, ce qui laisse penser que les autres pays sont les pays des droits des chiens, quoi, en quelque sorte. non, mais c'est- Et oui, parce que si on a, Bah, vive les chiens, alors. si on est Pardon. le pays des droits de l'homme, c'est une contrée parfois qu'on rend franchement détestable à l'étranger, absolument, c'est une important. l'arrogance française dans ce domaine est assez insupportable. Et les conséquences dont on commence seulement, qui commencent seulement à apparaître, c'est que la gauche a perdu la bataille morale. Ça s'est pas encore senti trop dans les sondages. Ça commence à se sentir parce qu'il faut que les gens le cristallisent dans leur inconscient. Il faut que ça devienne conscient. C'est que maintenant ils auront. Il vous leur savez, restait c'était le monopole du cœur, voilà. et le monopole est tombé. voilà, c'est terminé. C'était la gauche sociale. Il en a fallu C'était du temps, la, quand la même. défense des petits. C'était L'empathie humaniste, etc. la morale républicaine, les droits de l'homme. Là, vous Le avez, hussard noir. vous avez, C'est fini. Dominique Strauss-Kahn, il l'a plutôt pris à la hussarde Ouais, qu'au ouais. hussard noir. Quoi. Voilà. Et en plus, quand il sort de prison, il s'installe dans un appartement qui a 50 000 $ par mois, Ça fait jaser, ça. avec sa salle de Juste cinéma, raison, d'ailleurs. sa piscine, sa salle d'entraînement. C'est-à-dire, en fait, de prison, c'est quand même quelque chose dont tout homme libre pourrait rêver pour s'installer. Voilà. 150 mètres carrés. Non, Et mais en- l'argument d'ailleurs et était il assez extraordinaire. C'est-à-dire que il était bien obligé de prendre un hôtel particulier puisqu'il était refoulé partout. On nous a dit ça. Donc en fait, il y avait Heureusement, pas plus- il y avait pas heureusement plus que petit maman si. Sinclair est là pour payer. Hein. Elle payera peut-être pas toujours. Non. À mon avis, elle paiera pendant un certain Elle temps. règle Voilà. l'addition et puis elle passe à autre chose. On verra. Je pense que c'est pas impossible. Et- Mais en gros, c'est à $1 million par mois pour payer les gardes du corps, etc. Donc là, les gens se disent, il n'est pas socialiste, quoi, parce Ah qu'il y bah, a quand trop même, de hein. différences. Parce Quand qu'il y a même. trop de. Il est tellement. Moi, je me serais pris une petite chambre d'hôtel minable, quoi. Et lui, il sait que c'est Emmanuel, fini. vous êtes socialiste, Non, non, mais on n'est pas beaucoup en fait à Peut-être l'être. même plus que ça. Oui, oui. Voilà. Mais on est Mais- bien d'accord. Mais il sait qu'il est grillé, donc il se montre réellement. Et ça, c'est affreux pour, je dirais, la gauche socialiste qui existe encore. D'une certaine manière, pourrait-on dire, les enseignants, si vous voulez, l'idéal type étant l'enseignant. Un enseignant qui gagne 2000 ou 2500 € bruts et qui voit la personne pour laquelle il a envisagé éventuellement de éventuellement, voter, de dépenser Même en un- rechignant. $1 million par mois, là, il se dit, on l'a trompé. Voilà. Et ça, ils vont en prendre. Et l'Élysée l'a parfaitement compris. Hein. Alors, ce qu'il faut oui, voir Pierre. aussi, c'est que Strauss-Kahn était effectivement, avant même cette histoire, assez caricaturale, assez représentative de la gauche caviar. Hein. Malgré tout de même, c'était assez évident et ça lui aurait d'ailleurs peut-être posé malgré tout un problème au moment où il aurait réellement été candidat, parce que Il y avait des histoires de Porsche. il est clair qu'il y aurait eu tout simplement une grosse déperdition à sa gauche, hein, du côté de Mélenchon, etc. Bon, mais les gens qui
au Parti socialiste sont en très bonne position, c'est-à-dire essentiellement François Hollande et Martine Aubry, sont sur la même vision des choses, de la France et de la société. C'est-à-dire que sur le fond de la politique réellement qui sera menée si Hollande ou Aubry sont élus, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de différence avec Strauss-Kahn. Simplement, ça sera évidemment beaucoup moins caricatural, parce que la personnalité aussi bien d'Aubry d'ailleurs que de Hollande est pas du tout du même ordre. Effectivement, c'est pas tout à fait gauche caviar, même si Martine Aubry et Hollande, je crois, vont tous deux au dîner du siècle. Mais c'est vrai que la perception, malgré tout, est quand même différente, c'est beaucoup moins l'argent roi, donc c'est une perception différente, mais sur le fond, on sera quand même avec une gauche profondément mondialisatrice, pas du tout socialiste, bien entendu, et avec le même programme que celui qu'aurait eu Dominique Strauss-Kahn, bien entendu. On peut dire qu'il y a peut-être une différence de degré, et surtout la personnalité est très différente. Vous savez, Dominique Strauss-Kahn, c'était vraiment l'hyperclasse mondialisée, une espèce de je dirais pas de jet set, mais enfin quelqu'un un nomade. Très italien. Qui vivait... Voilà. C'est l'archétype d'ailleurs, italien. Voilà. Sarkozy, voilà. Et voilà, on pourrait dire d'ailleurs c'est assez... Entre Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn, il y a beaucoup plus de ressemblances. Oui. D'ailleurs, les femmes, etc., c'est très particulier, la fortune, des femmes qui apparaissent, etc. Martine Aubry, c'est la protestante rétractée, quoi. Elle est incapable de faire un discours, elle est incapable de faire rire. C'est une technocrate pure comme son père. Contrairement à François Hollande, qui est assez drôle. Mais François Hollande, c'est la 4e République. Qui l'était, mais qui maintenant devient un petit peu coincé. Ah non, c'est pas ça. C'est que, est-ce que vous avez reconnu François Hollande ? Non. C'est ça Pas le problème, tellement. c'est qu'il a tellement maigri, c'est qu'on ne le reconnaît pas. Il a perdu son aspect bonhomme. Voilà. Il est sec là, on dirait un abricot et on dirait un petit abricot sec. C'était assez sympathique entre guillemets. Je parle pas de le radical socialiste corrézien. Voilà, puis un côté assez décomplexé finalement. Et là, je le sens un peu coincé, à vrai dire. Il se tend un peu mal dans sa peau. Mais quand vous prenez Nicolas Sarkozy, qui est un super squall prédateur, enfin c'est un super requin, il ne fera qu'une bouchée de François Hollande. Ah oui, dans un débat, ce sera simple. Pas si sûr. Ah non. Alors, en attendant, pour revenir sur cette affaire DSK, je crois qu'on a oublié Ségolène Royal. Elle a l'air d'avoir libéré quelques énergies, puisque on a un pseudo-philosophe ancien ministre qui s'est fendu quand même d'une diatribe à la télévision, mettant en cause un ancien ministre dont il n'a pas dit non. Je parle là de l'affaire Ferry. Ça a quand même libéré quelques énergies. On s'aperçoit, là aussi, les Français commencent à percevoir que c'est que ces politiques et surtout je me réveille à perversion penser, sexuelle. Les Italiens ont eu manipulité, les mêmes opérations même propres là, au début des années 90 politique qui ont atomisé la démocratie chrétienne et le Parti socialiste italien. Aurons-nous notre opération couille propre? Pouvons-nous en rêver? Ne serait-ce que leur qui fasse aussi un peu le ménage du côté de l'UMPS. C'est que je crois que, si vous voulez, je vais juste revenir sur l'affaire Ferry parce que c'est une manipulation. Luc Ferry fait cette sortie 3 ou 4 jours après la sortie du Figaro Magazine. Et dans le Figaro Magazine du week-end qui a précédé la sortie de Luc Ferry, il y a un article totalement incongru sur une demi-page, un article allant à l'encontre de tout ce qu'écrit le Figaro Magazine depuis des années. Le Figaro Magazine, c'est un journal de l'art de vivre. C'est un journal qui est rempli de publicité pour des voitures à 50 000 euros et des choses qu'on ne pourra jamais acheter. Et des chaussures à 2 500 euros. Propriété, consulter. Et puis, vous avez des propos, pourrait-on dire, pour faire jeune, frais. Des propos faciles. Et puis, vous avez un article totalement incongru qu'on aurait plutôt vu paraître dans Le Canard enchaîné, dans Minute, dans ces journaux comme ça. Un article incroyable qui vous raconte exactement ce que Luc Ferry a dit. Il dit, un ministre s'est fait prendre il y a plusieurs années dans une villa au Maroc, il lui était en train, scène pédophile, etc. Il est relâché, il reprend l'avion, etc. Nous ne vous pouvons pas donner le nom. C'est évidemment un article de commande qui a été suggéré par les officines élyséennes. Après, il faut savoir que tout ça est calculé depuis l'Élysée et depuis le ministère de l'Intérieur. Toutes les sorties
ce qu'on prétend les petites phrases. Vous savez, Madame Barèche qui dit le mariage des homosexuels, c'est est-ce qu'on va marier avec des animaux. Vous avez Luc Châtel qui fait une sortie, Laurent Wauquiez, on peut plus faire de l'assistanat social. Claude Guéant qui dit les 2/3 des enfants d'immigrés sont incapables de réussir à l'école. Je résume, etc. Et puis après, il y a Jean-François Copé qui intervient. Il y a une autre mission. Non, mais il allait un peu trop loin. Vous savez, Dérapage, rattrapage, voilà. rattrapage. C'est en permanence ça. C'est du faux débat organisé, instrumentalisé. Voilà. Alors, vous avez une personne qui, pour le moment, est copée, c'est Tron. Tron, il faut savoir que c'était un des ennemis personnels de Nicolas Sarkozy depuis Balladur. Ce qu'il disait, d'ailleurs. Et qu'il avait Lui-même. récupéré exclusivement pour affaiblir Villepin. Et la meilleure preuve qu'il servait à rien, c'est que Barouin a repris ses fonctions. Donc c'était vraiment quelqu'un qui servait strictement à rien. C'était connu, c'était de notoriété publique, même moi j'étais au courant, etc. Enfin, toute une série de personnes. Il y a des choses, ça allait sortir. Donc on utilise des fusibles, on fait claquer quelques fusibles à droite, et puis on balance les fusibles à gauche. Alors vous avez un maire adjoint de Paris, socialiste, d'origine arabe, qui bat sa femme, etc. C'est sorti comme ça. Il a été condamné, on n'en avait pas parlé. Vous avez le sénateur socialiste de Seine-et-Marne. Vous avez toutes sortes de choses comme ça qui sortent. Et tout ça, rien n'est gratuit. Les journaux sont manipulés. Et c'est une campagne de tension qui entre Pour la présidentielle. et qui va tenir, et ils vont sortir tous les dossiers qu'ils peuvent. Marine Le Pen, elle a déjà été il y a 4 mois, ils ont sorti Bottet, son parrain, qui était censé être un ancien proxénète et qu'elle a vu 2 fois dans sa vie. Mais le but, en fait, dans cette opération, il est de brouiller l'image politique des gens avec des affaires. On essaye de toucher un certain nombre de gens qui peuvent être dangereux pour la réélection de Nicolas Sarkozy en touchant son entourage, en touchant les gens qui lui sont proches, etc., et en diffusant des rumeurs. Parce que s'ils font pas cette technique-là, Sarkozy, il est sûr d'être battu. Voilà. Donc je crois pas du tout à une opération. C'est main-droite. l'artillerie, quoi. C'est les préparations d'artillerie. Et en bien, plus, vous voyez, c'est très très lourd les attaques oui. qui sont balancées. Très très lourd. Et je peux vous dire que ça va continuer. Hein. Bon, Mais eh bien, c'est on fait mon cher PGL, une petite pause musicale en écoutant Karlien Camera, le titre Heldenplatz, et on revient tout de suite. Sometimes it's hard to imagine how you babies, raised by their biological parents, marked but by everyone. They circulate among us, learning from one, another. Every being in the universe knows right from wrong, Mark. We do not have marriage. There are no wives. We do not have marriage. No laws raised by their biological parents, marked but by everyone. They circulate. No laws raised by their biological parents, marked but by everyone. They circulate. No laws. You human learning from one. You human raised by
raised by their biological parents, marked by everyone. To silence all the wrongs, now we gather. And leave them the last hope in the veil of past comes downstairs. The fables indeed, the end eyes still shining. It's as we to remember the dying songs of winds, the fog of winter. She's calling to distant light. She's calling to distant light. She's calling to distant light. She's calling to distant Alors, de retour après cette pause musicale, on va clore le dossier DSK FMI. Pierre, vous vouliez... Oui, alors moi aussi, je crois absolument pas au complot dans l'affaire DSK. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la politique de DSK était un petit peu atypique par rapport à ce à quoi servait le FMI précédemment. Bon, c'est vrai que DSK était moins à fond pour des politiques d'austérité que ses prédécesseurs. C'est vrai aussi qu'il a fait beaucoup augmenter le budget du FMI qui a été triplé, qui est passé à 750 milliards de dollars. Ensuite, DSK était partisan d'un certain contrôle de la circulation des capitaux, donc ce qui tranchait malgré tout avec les orientations précédentes. Donc, effectivement, sur ce plan, il n'est pas complètement idiot de remarquer que parfois il n'était pas dans la ligne du parti. synchrone avec les intérêts américains. Ceci étant, je ne pense pas pour autant que ça soit un complot. Voilà. D'accord. Ce qui a permis d'ailleurs à certains d'abonder dans votre sens, Pierre. Je pense notamment à un article de Thierry Messant, quelques articles parus sur des sites anticonformistes comme Mécanopolis, Eurosynergie, etc., qui disaient qu'il y avait peut-être derrière aussi des luttes internes sur en fait de compte les orientations que vous donnez au FMI entre une ligne plus pro-américaine. Alors justement, dans cette lutte qui veut limiter les dégâts quelque part. Sauver le système et puis un réajustement qui limiterait les dégâts. Et puis aussi une orientation d'une certaine façon pro-européenne de DSK, parce que précisément, il avait comme visée de se présenter à la présidentielle. C'était d'ailleurs très clair. Depuis mars-avril, on savait qu'il allait se présenter. Et dans ces luttes de faction pour le contrôle du FMI apparaît la candidate Lagarde. Alors qui, elle, par contre, est dans la droite ligne du parti. Tout son parcours professionnel le prouve. Grand cabinet d'avocats internationaux dans la finance, ses différentes positions européennes et ses postes européens et français. Oui, un certain nombre de gens disent qu'elle n'a pas l'envergure, et c'est vrai que d'une certaine façon, elle n'a pas une envergure considérable, mais elle est très fluente en anglais, je crois. Oui, voilà, ça c'est son principal atout. Ça c'est très français, par contre. Exactement. Voilà, mais ceci étant, c'est son cabinet de direction qui fera l'essentiel du travail, vraisemblablement. Non, mais c'est une femme. Emmanuel. C'est vrai, on a dit qu'elle n'était pas parce qu'elle n'était pas économiste et qu'elle avait plutôt une formation de juriste. Bon. Enfin, il faut quand même rappeler que Dominique Strauss-Kahn non plus, c'est pas une lumière. Il a raté 2 fois l'ENA quand même. Bon, alors il a fini par avoir une agrégation. Les fiches de faits et documents. Non, Reprenez mais vos non. classiques. Mais c'est vrai. Il a jamais été considéré comme un grand économiste. Je veux dire, à ce moment-là, on pourrait dire que Dominique Strauss-Kahn, s'il n'avait pas été au FMI, il aurait été prix Nobel d'économie. Donc, il faut rester sérieux quand même. Bon. On a bien eu Pierre Bérégovoy, ministre des Finances. Je veux dire, oui, ça c'est tendu aussi. Oui. Qui était un aimable employé contremaître à Gaz de France, qui était chargé de relever les compteurs au début de sa carrière. Donc, on peut pas dire. En réalité, c'est le cabinet qui font le travail. Christine Lagarde, c'est une femme. Il faut jamais oublier qu'on est dans un état de féminisation du monde exacerbé. Donc, ça aurait été la première femme. Faire passer des mesures dures par une femme, c'est toujours plus facile que les faire passer par un homme. Qui a de l'entre-genre, voilà. Et puis d'autre part, effectivement, elle a fait une très grande partie de sa carrière aux États-Unis, dans un très grand cabinet d'avocats à Washington, à Chicago, et dont elle a pris la direction. Donc,
elle connaît un certain nombre de gens, elle est acceptée, elle a travaillé avec des sénateurs américains, elle connaît le système, tous les rouages américains, donc c'est pas du tout, et c'est une femme d'envergure, on peut pas le nier. Elle est largement du niveau de Dominique Strauss-Kahn. Bon, il y aurait pu y avoir d'autres personnes, etc. Ça a toujours été, il faut savoir que l'FMI a toujours été un peu une chasse gardée de l'Europe, et en particulier de la France. Il y a aussi les candidats des pays émergents. Hein. Je Voilà. vois un Mexicain, je vois un Indien, Indien, entre autres. Chinois. On voit aussi vers où penchent les Russes. Hein. On verra ça. Ben, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, puisqu'on parle de pouvoir et de lutte de pouvoir, notamment avec des élections qui approchent, on sait que le pouvoir est quand même bien trop précieux pour être confié aux seules urnes. Et donc, cher Emmanuel, il y a quelques jours, on évoquait pas mal de choses autour du siècle et choses qu'on pourrait peut-être relier à l'actualité de ces derniers jours, Bilderberg, Davos et compagnie. Et que peut-on dire de l'articulation? C'est une discussion que nous avions sur l'articulation des différents groupes. Alors, j'aurais juste de pouvoir. J'aurais juste revenir 2 minutes sur pour vous donner les dernières nouvelles, pourrait-on dire, du Club Le Siècle. Allons-y. Alors, toujours friand il y a ici. il y a eu 2 événements relativement importants pour le microcosme français. Il y a eu un article début mai de Laurent Geoffrin, qui est le directeur du Nouvel Observateur, qui s'appelle « Nous sommes en 1788 » et qui commence son article en disant « Confession d'un ancien enfant du siècle ». En fait, il est membre du siècle et il annonce qu'il en démissionne parce que c'est extraordinaire. On a l'impression qu'il a lu mon livre, on a l'impression qu'il a écouté vos émissions. Et Salut Laurent. Hein. Non, mais c'est extraordinaire. C'est quand même le fils de Jean Mouchard, quand même, l'ancien patron de la Cotélec. Donc voilà. Donc il y a peut-être quand même un peu de l'esprit du père qui est passé au fils. Voilà. Mais donc, Laurent Geoffrin, qui était vraiment un représentant, on peut dire, de la gauche caviar. Bon, lui, il dit non, c'est plus possible. C'est la superclasse mondialisée. On a vraiment l'impression qu'il a lu Jean-Yves Le Gallou, Paul Émia, Emmanuel Ratti. C'est extraordinaire. Peut-être qu'il va redevenir fidèle au père. Ils sont coupés de la réalité. C'est l'action française de l'hyperclasse mondialisée. Et en phase 2, il y a un tiers-État qui est en train d'augmenter, de grossir très vite. Ça va mal tourner. Et il répète, nous sommes en 1788. 1788, fine allusion à 1789. Donc il y a déjà cet élément-là qui est quand même dans une espèce d'un journal de la gauche officielle. Voilà, bon. Et puis vous avez un article de Jacques Julliard. Il a déjà fait un article la semaine dernière. Il en refait un cette semaine. Oui. Il ne faut pas oublier que Jacques Julliard, c'est un ancien membre de la commission trilatérale. Bon. Et il revient sur la question de la superclasse mondialisée. La semaine dernière, il fait quand un grand article. Et cette semaine, il en fait un nouveau. Il dit, il parle de la lutte des classes, en fait, etc., etc. Et alors, il vous parle de, si vous ne me croyez pas, allez faire un tour à condition que vous nous laissez rentrer à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, un soir où le club de cette super classe dirigeante se réunit pour dîner. Alors, je vous passe les détails. Dans ce milieu fermé où les socialistes ont leur place à côté des gros bataillons de la droite française, ce qui est faux, il y a autant de gens de droite que de gens de gauche, ou de la fausse droite et de la fausse gauche. Il a du mal à se défaire de c'est sa les famille. financiers qui mènent la danse maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ? Fermente l'idéologie de la classe dominante, modernisme discret, bien-pensance sociale et culturelle, conformisme économique, respect absolu de la puissance de l'argent. Il existe, derrière les apparences successives des combinaisons ministérielles, un gouvernement invisible des élites financières et institutionnelles. C'est énorme, parce qu'on a l'impression on lit du Henri Coston, Vous entendez bien, et c'est hein, dans Marianne, et c'est par Alors Jacques justement, Julliard. Emmanuel, Je dirais que les choses changent. qu'est-ce que c'est ces financiers-là? Quelle est la réalité? Vous avez bien quelques pistes à nous donner? Non, mais enfin bon. Non. C'est ces 10 à 15 000 personnes qui ont provoqué la crise financière mondiale. C'est les patrons des grandes banques d'affaires américains, des grandes banques d'affaires d'autres pays, les responsables des produits dérivés. Donc ça veut dire aussi, l'article de Julliard, que le siècle s'articule à d'autres groupes. Oui. Et pourtant, Finalement. je pense quand même que c'est une spécificité sans France. Ah bah ça a l'air tout de même, il n'y a Mais, pas son équivalent donc, ailleurs. pour en revenir à la réunion du groupe de Bilderberg, le groupe de Bilderberg se réunit depuis, je crois, 1954. Ça a été créé Bilderberg parce qu'ils se sont réunis dans un hôtel de Hollande qui s'appelait l'hôtel Bilderberg. Donc ils ont pris le nom. Ils se réunissent une fois par an. Et vous avez, c'était avant la commission trilatérale qui associe 3 continents, les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Donc Avec le Japon à l'époque. Alors voilà. Et C'était puis, le Japon. L'Amérique, c'était l'Amérique du Nord. Après, ils ont intégré le Canada, enfin les États-Unis, le Canada. Ils ont intégré une partie de l'Amérique du Sud.
L'Europe, ça s'est un peu ouvert aux pays de l'OPEP, enfin aux producteurs du pétrole, etc., à la Turquie, etc. Et maintenant, la partie asiatique s'est ouverte à la Corée du Sud, à la Chine, au Japon, etc. Singapour, Bon. voilà. Le Bilderberg Group, sa spécialité, c'est que c'est plus ancien, extrêmement lié à l'OTAN, à la CIA. Comme le disait Messan, d'ailleurs, un très bon article Voilà. hein, sur, Oui. sur le réseau Voltaire. Et associant, en fait, certains États européens avec un certain nombre d'aristocraties. La reine Béatrix, notamment, Voilà, hein, voilà. bien sûr, des Pays-Bas. Le on fait roi partie, d'Espagne, entre autres. une partie de la famille Prince de d'Angleterre, etc. Habsbourg, il me semble Voilà. aussi. Et les États-Unis. Voilà. Et donc, c'est une réunion de gens discrets, de gens importants. Les réunions se font à huis clos. Et comme dit, c'est le même principe que le siècle. Vous avez des hommes d'affaires, des industriels, des banquiers, des financiers et quelques journalistes. Bon. Et on discute. Les discussions ont lieu à huis clos. Les seules choses qu'on sait, c'est par les mémoires des gens qui en ont été membres. Parce qu'il y a eu quelques fuites, mais on ne sait jamais ce qui s'y est dit. On pourrait dire qu'on a des résumés. Mais par exemple, vous avez un texte extraordinaire du Cheikh Yamani, qui a été le patron de l'OPEP, qui était le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, qui a publié ses mémoires il y a quelques années. Et il y a une page sur le groupe de Bilderberg où il explique, c'est quand même fascinant, il explique, en 1973, nous avons subi des pressions énormes des États-Unis et lors des réunions des groupes de Bilderberg où les pétroliers américains ont exigé que nous triplions le prix du pétrole. Cette augmentation n'a pas été provoquée par nous, elle n'a pas été provoquée par la guerre du Kippour, elle a été décidée par les États-Unis. Voilà. Et il explique que ça s'est décidé à la réunion du groupe de Bilderberg où il était présent. Vous voyez ? Donc c'est là où on voit qu'il y a des décisions énormes qui sont prises dans ce genre de réunion. Voilà. Et donc, c'était assez sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez eu au micro, ici. Enfin, il y a Maurizio Borghezio, qui est quand même qui a tenté une figure de s'y faire inviter en de tant que la député Ligue européen. du Nord, qui a tenté de pénétrer Voilà, et donc à la il a réunion de été, Saint-Moritz. il a été Il s'est conduit fait manuel. vigoureusement et conduit. Quoi. Pierre ? Non, mais je trouve ça tout à fait intéressant, mais effectivement, la crise économique mondiale n'est pas un complot, mais par contre relève fondamentalement de logiques prédatrices de l'hyperclasse. tactique. Donc c'est vrai que quand on nous a présenté la crise des subprimes comme un problème de communication, les marchés n'étaient pas assez transparents. Génial d'ailleurs, Non, cette présentation-là, elle était pas mal. Hein. Oui, parce que ça amène à dire, ben oui, mais il faut plus de transparence. Alors etc. justement, tiens, Mais non, il y a réellement des stratégies qui ont été mises en œuvre, consistant à essayer de gagner beaucoup d'argent très vite et qui ont amené à cet effondrement, tout simplement. C'est pas un problème de communication, on a l'impression que c'est un problème technique. Non, Ouais. fondamentalement, c'est un élément de la guerre économique mondiale. Emmanuel, et après on revient sur la transparence. 30 secondes, je termine, parce que je donne dans le numéro qui sort de Fait Documents, je donnerai la liste complète dans le numéro suivant, mais là, je vous donne juste les gens qui étaient présents pour vous donner une idée de leur niveau. Au Bilderberg, hein. Bilderberg à Saint-Moritz, Voilà. c'est ça. Donc, Nicolas Bavrez, éditorialiste au Point, qui est un très gros avocat d'affaires, conseiller personnel de Nicolas Sarkozy, évidemment membre du siècle. Nicolas Bazir, qui est le directeur exécutif du groupe Arnaud LVMH, évidemment membre du Ancien siècle. directeur de cabinet de Balladur, si Voilà. je me trompe. Ouais. Et fidéicomis et conseiller occulte de Nicolas Sarkozy pour sa campagne. Henri de Castres, PDG d'Axia, membre du siècle. Maurice Lévy, PDG de Publicis, membre du siècle. Thierry Montbrial, président de l'Institut français des relations internationales, membre du siècle, membre de la commission trilatérale. Voilà. Et vous Donc avez là, c'est le gouvernement français Et dont vous Jean-Claude nous donnez la liste. Le et vrai. Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne et membre du siècle. C'est le vrai gouvernement, là. C'est l'administration, on va dire. C'est une hein. partie. D'accord. C'est le Donc, gouvernement invisible Bon, au sens alors, jularien. grâce à Emmanuel, on ajoute un peu de transparence à toute cette opacité des SK, le siècle, la trilatérale, Bilderberg. Je me tourne vers vous. Pierre, vous vouliez nous parler d'un ouvrage qui a piqué votre attention, qui s'intitule La tyrannie de la transparence et qui a été écrit par un certain Richard Billier. Alors, c'est Pardon. C'est une confusion Oh là assez là, amusante. oh là là. Mais- C'est un télescopage à l'antenne en direct. Non, là. la tyrannie Non, non. de la transparence, c'est de moi, C'est de vous. Pierre Le Vigan. Et après, je voulais qu'on parle de Mais- l'ouvrage. Alors, commençons par la tyrannie de la transparence. Alors- de vous, Pierre Le Vigan. C'est toujours un peu difficile de parler d'un de ces livres. C'est effectivement plus facile de parler des livres des autres. Donc, effectivement, bon, dans la tyrannie de la transparence, j'ai l'un de mes thèmes. C'est un recueil
réflexion, d'aphorismes, de notes brèves, de ce qu'on appelait aussi au Moyen-Âge des scolies, en fait, des paragraphes courts. Bon, effectivement, l'un des thèmes centraux qui a donné à mon livre son titre, c'est effectivement cette question de la dictature de la transparence, de l'idée qu'on doit tout dire, et de l'idée que finalement, si on dit tout, eh bien, on se rend compte que tout le monde est bon. Hein, donc c'est vraiment une illusion. En fait, C'est un peu le Cambodge, là, que vous nous décrivez, le monde avec est fait, au l'autocritique contraire, permanente. d'opacité. De stratégies qui ne s'affirment pas dans la transparence, qui ne s'affirment pas comme telle, et la transparence est un mythe. En fait, la transparence va très bien avec la société d'hypersurveillance qui est la nôtre. Donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, chacun, par des réseaux comme Facebook, notamment, finalement, contribue à l'autosurveillance généralisée, puisque on n'a même pas besoin de fliquer les gens. Il y a toute une série de gens qui n'hésitent pas à donner des tas d'éléments pour d'eux-mêmes, spontanément. Alors, anecdote, ces derniers jours, la Grande-Bretagne a lancé une campagne de publicité sur les écrans, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet en vidéo, qui est assez amusante, où on voit une femme qui sur Facebook raconte à ses amis en lien que son fils militaire en Afghanistan va recevoir la visite d'une personnalité, et en fait on a l'image opposée de celui qui est en train de lire, qui est un gros barbu, un gros cheikh barbu, et qui est en train de noter toutes les informations, et ça se finit sur attention Facebook, voilà, vous vous exposez en gros à la fuite permanente des renseignements et des informations que vous pouvez donner. Donc là aussi, il y a peut-être une limite qu'on atteint, encore peut-être pas complètement, parce qu'on voudrait que les jeunes gens de moins de 13 ans puissent atteindre Facebook, mais il y a quand même des petites choses comme ça assez amusantes. Vous parliez donc de la tyrannie de la transparence, qui est un recueil. Un autre recueil, c'est le Front du Cachalot. Oui, c'est le Front du Cachalot, qui est paru 2 ans auparavant. Alors, le Front du Cachalot, le titre est drôle. N'a pas toujours été sibyllin, mais compris, drôle. bien sûr. En fait, c'est une allusion à Herman Melville. Moby Dick, oui. l'un des grands textes d'Herman Melville. Il est question du front chaldéen du cachalot, c'est-à-dire de signes indéchiffrables qui sont sur le front du cachalot, et on sait très bien que dans ce roman, le cachalot est un peu le double du marin. Voilà, du marin qui chasse le cachalot, à moins que ce ne soit le cachalot qui chasse ce marin dans une espèce de ronde à la fois amoureuse en un sens et meurtrière. Donc il y a aussi un effet miroir. Enfin bon, c'est évidemment assez fort au plan, je dirais, de la signification symbolique. Et d'ailleurs, le symbolique, bah oui, c'est précisément ce qui s'oppose justement à la transparence. Il y a un lien entre mes deux livres. Oui, c'est pour ça que je les fait, amener l'un derrière l'autre. On est dans une société qui veut absolument tuer le symbolique. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit évident, transparent, rationnel, et donc ça nie l'épaisseur des êtres. Voilà. Donc, et effectivement, la transparence, de toute façon, ne marche que dans le cercle de la raison, un cercle de plus en plus étroit, puisque le cercle de la raison, maintenant, c'est devenu aussi le cercle du politiquement correct. Du raisonnable. Du raisonnable. Le raisonnable. Enfin, amené comme tel, pardon. Il n'y a qu'une seule politique possible, qui consiste d'ailleurs à ne pas faire de politique, mais à laisser, effectivement, l'hyperclasse en faire à notre place, quoi. Voilà. En tout cas, je dois dire à nos auditeurs que ces deux recueils sont de salubrité publique, et je les encourage fortement à s'y plonger un petit peu chaque jour, comme un bon vin que l'on déguste progressivement. Donc le soir, avant de vous coucher, vous dégustez quelques pages de méditation, dans les transports en commun, de réflexion. Ça change un peu du paysage. Oui, le Front du Cachalot on attendra l'édition de poche. Il faudra en parler à Philippe Ronda. Il y a pas en sens, c'est plus mince. Bon, après avoir apprécié la sympathique préface d'Arnaud Guyot-Janin, donc c'est vrai qu'effectivement, on peut comme ça, en voguant au gré des pages, selon sa propre fantaisie, donc se ressourcer un petit peu, avoir un bon bol d'oxygène. Je parle de beaucoup de choses, puisque je pars assez souvent
de réflexion entre guillemets quotidienne ou existentielle pour essayer d'en dégager une signification qui puisse nous concerner tous, quoi. C'est un petit peu, c'est un livre pour tous d'une certaine façon, à partir d'un quotidien banal. Il y a en fait une signification que j'essaye de dégager, hein, parce que nous vivons quand même une époque particulière, hein. Notre rapport aux autres est quand même extrêmement différent de ce qu'ont connu nos grands-parents, par exemple. Enfin, c'est quand même une société très particulière que celle dans laquelle nous vivons, à la fois extrêmement massifiée et extrêmement individualiste. Il y a un paradoxe très très étonnant quand même. On est à la fois dans une hyper proximité, ne serait-ce dans les transports en commun où on est presque collés les uns aux autres, et dans une hyper distance aux gens, alors que avant une solitude de masse. une solitude de masse. Donc ça, c'est quand même une révolution anthropologique. Il n'y a pas de lien social. Il n'y a aucun lien. On le voit bien. C'est pour ça qu'il y a des réseaux sociaux. Parce voilà. qu'il n'y a plus de lien social. Voilà. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a aucune solidarité. On le voit bien. Tous ces gens, ces malheureux qui sont dans le métro, maniant maintenant mécaniquement portable, leur téléphone tablette, qui n'arrête ordinateur. non mais surtout qui n'arrête pas d'envoyer des SMS ou qui parlent à tue-tête en disant t'es où, c'est qui toi, j'arrive. Enfin, c'est l'utilisation d'onomatopées, d'un langage simplifié, etc., d'une richesse extrêmement pauvre, alors qu'on aurait pu se dire que par exemple, les courriels, l'usage d'Internet, le téléphone portable allaient justement permettre de renforcer un certain nombre de liens. Avant, par exemple, on envoyait de temps en temps une petite carte postale à sa grand-mère ou à des amis, en se disant, mais on leur téléphone 10 fois par jour aujourd'hui, mais on n'a rien à leur dire en réalité. Et il y a une vacuité totale, c'est-à-dire que le fait de voir les gens moins, on les voyait moins avant, hein, la rencontre était plus riche, plus pleine, et aujourd'hui, elle est vide. Vous savez, moi, ça me fait penser que je reprends depuis quelque temps les travaux de Konrad Lorenz, qui avait écrit Les 8 péchés capitaux de la civilisation, L'homme dans le fleuve du vivant, qui avait été édité chez Flammarion dans les années 80. Et c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de néo-primitivisme, quelque part, hein, notamment, je pense que c'était les articles de Guillaume Fay à l'époque dans Éléments. Et c'est vrai que quand on constate ces phénomènes dont Emmanuel et Pierre viennent de parler, on ne peut penser qu'à ça. On est dans une phase de régression, Moi, je suis à la fois culturelle et presque biologique, quelque part. Moi, En sachant que les deux, bien sûr, les deux paramètres, les deux dimensions s'interpénètrent quelque part. Hein, pour Avec avoir une plus grande agilité des doigts, d'ailleurs. exactement. Non, mais il y a c'est une dramatique. modification. Non, c'est extraordinaire. Il y a une modification extrêmement Presque rapide physique, ouais. du corps humain. Il est absolument évident. Il suffit de regarder les enfants. Enfin, je sais pas Pour ceux moi. qui travaillent dans l'éducation nationale ou qui sont en contact direct Ils sont tous devenus avec des enfants, pianistes. Mais non, mais par exemple, tous les on enfants. voit l'accélération. de ce Les phénomène. enfants savent C'est- à 10 ans savent taper à la machine. Parce qu'ils ont un clavier avant, à un 5-6 clavier ans, ils ordinateur. jouent déjà avec Moi, je le suis clavier, incapable de me servir sans- de mon portable et mes enfants le savent parfaitement. Mais tout ça, ça leur est rentré. Mais il y a une modification physique réelle, hein, tout à fait réelle, moins de mouvement, les obèses, en fait, etc. Et une plus grande Il agilité y a des des chiffres doigts. ahurissants Voilà. d'ailleurs sur les États-Unis ces derniers jours. Il n'y a pas que les États-Unis. Non, mais sur l'obésité. Il y a une mutation qui s'effectue et c'est pas les X-Men. Ils rapetissent en taille et leur espérance de vie diminue aux États-Unis. C'est intéressant. Voilà. Je suis frappé effectivement par l'oubli des problématiques qu'avait posées Konrad Lorenz il y a maintenant au moins 30 ans. Hein. C'est complètement oublié. Alors que ça reste, on gagnerait alors à que reprendre ça- dans notre discours nos ça analyses reste de ce type encore d'approche. plus actuel qu'au moment où il les avait posés. Mais alors, à mon avis, la raison, c'est que on est tellement entré dans un post-monde et dans un post-homme depuis 30-40 ans qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est-à-dire que cette mutation que Konrad Lorenz analysait, observait, pointait, elle est tellement derrière nous qu'on ne se rend même plus compte. Et c'est assez dramatique. Deuxième chose qui est frappante et qui a des liens avec justement cet oubli de l'éthologie humaine, hein, notamment de Lorenz, c'est en fait l'oubli complètement des problématiques un peu post-68 art. C'était l'un des
quelques bons côtés de mai 68. Il y a des côtés extrêmement critiquables. Il y avait des côtés de critique du productivisme qui me sont relativement sympathiques. Et alors, ce bon côté, c'était vouloir enrichir le travail, c'est-à-dire avoir un travail plus intéressant. Et en fait, avec le sous-emploi, on est tellement obsédé par le manque de travail, le fait qu'il y ait des gens tout simplement au chômage, qu'on oublie complètement cette problématique fondamentale, qui est que le travail, qui est une activité humaine de fond, nécessaire, bien entendu, qui est indissociable de la nature de l'homme, néanmoins doit être intéressant. Et on oublie complètement ça. C'est-à-dire, on dit tout le monde dit, il faut avoir du boulot. Il faut avoir du boulot, oui, mais quel boulot? Il a de la chance, il a un job. Quel boulot? Il a de la chance, il a un job. Mais on se pose absolument pas la question de l'intérêt du job. Mais d'ailleurs, je crois que même ceux qui travaillent, pour la plupart, ne s'intéressent plus à leur travail. Voilà. Alors, il y a un ouvrage extrêmement passionnant que j'ai eu en main récemment, qui s'appelle Traité ou éloge du carburateur. Alors, c'est un philosophe américain, tout à fait sérieux, professeur d'université, qui travaillait dans un think tank, etc., qui a complètement arrêté ses activités intellectuelles pour devenir réparateur de motos. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Éloge du carburateur, dans lequel il explique qu'au fond, les activités intellectuelles sont intellectuellement moins intéressantes que le bricolage. Parce qu'en fait, les activités dites intellectuelles, notamment dans un think tank, sont finalement faites d'énormément de stratégie, d'énormément de retenue, d'énormément de malhonnêteté, et qu'au fond, il y a une honnêteté intellectuelle plus grande quand on doit réparer quelque chose, parce qu'il y a une épreuve de vérité. La moto, elle est vraiment réparée, elle roule ou non. Alors qu'un rapport de la fondation Terra Nova, ça peut être complètement tordu, N'avoir finalement aucun sens. Le 53e rapport sur le fait que l'immigration nous enrichit de plus en plus, par exemple, personnellement, je considère que c'est pas tenable, que c'est fondamentalement intellectuellement tordu. Néanmoins, il y aura toujours des gens pour en produire. Il y a encore 2 femmes récemment aux fonctionnaires qui ont sorti un bouquin. Les 30 glorieuses sont devant nous, mais à condition de faire venir beaucoup plus d'immigrés. 10 millions. Sur 25 ans. Elles ont été visitées par le MAS, notamment, qui est allé faire un petit tour à une conférence. Ça fait tout à fait penser à l'éloge du travail manuel par Théodore Kaczynski, Yuna Bomber, qui polissait une par une les pièces, qui fabriquait à l'amiant toutes ces bombes dans sa petite hutte dans sa forêt, cabane, et qui rejetait l'idée même de progrès et de contrôle, justement, qui aimait et qui en parle avec beaucoup d'émotion la qualité de son travail pour préparer des bombes, pour s'opposer à la technique. On se remémore aussi les premières pages du Matin des magiciens sur la conscience de l'ouvrier qui était le père adoptif de Powell. Et d'ailleurs, Powell avait développé par la suite l'idée que les machines-outils, etc., c'est un côté qu'on a complètement oublié, c'est un peu utopique, etc., disait que l'homme n'aurait plus besoin de travailler. Et donc, on fera un petit roulement qui travaille 2 mois par an et qui pourrait se cultiver, se reposer pendant 10 mois. Il y a des textes extraordinaires qui sont complètement oubliés. C'est d'ailleurs un peu ce que disait Keynes. C'est assez amusant parce que Keynes disait... il faut que l'économie fonctionne bien pour produire plein de richesses, pour que les gens puissent enfin s'occuper de choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est pas l'économie, c'est la culture. C'est-à-dire qu'en fait, il dévalorisait complètement l'économie. C'est ce que dit Latouche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça nous amène un peu à, me semble-t-il, à une difficulté de notre courant de pensée, au sens large, j'entends par là les non-conformistes de droite, les nationalistes européens, les identitaires, etc., qui est qu'il faut qu'on essaye de penser ensemble l'Europe puissance que nous voulons, l'Europe affirmée, l'Europe qui ne soit pas un simple marchepied vers le mondialisme. L'Europe nécessaire. L'Europe nécessaire, et en même temps... notre refus de reproduire le productivisme et la croissance pour la croissance. Donc là, il y a un équilibre. En fait, il faut un nouveau paradigme, quelque part, une nouvelle anthropologie. Voilà, il y a un équilibre un peu difficile à trouver, parce qu'il faut à la fois la puissance, mais... on ne cherche pas non plus forcément le maximum de puissance. Donc il y a quelque chose, il y a un sens de la mesure à réintroduire, ce qui n'est pas forcément très simple. C'est un retour au grec. En parlant de sens et de retrouver du sens, c'est vrai que ça n'a pas très bien marché, les Grecs, finalement, parce qu'ils ont fini par coloniser les Romains. Les Grecs vont faire leur révolution très très vite. Ils vont retourner à l'origine. Voilà. Alors avant de laisser la parole à notre ami PGL pour ses chroniques cultes,
30 secondes, cher Pierre, Oui. sur l'ouvrage de Richard Millet. Alors, Donc, alors, ma effectivement, confusion de tout à l'heure il y a- peut être réglée. Il y a un ouvrage... Justement, Fatigue du sens. Absolument, oui. Richard Millet a sorti aux éditions Pierre-Guillaume Deroux un ouvrage Fatigue du sens. J'en cite quelques extraits. La liberté de parole est ma seule mesure. Richard Millet est un écrivain, auteur notamment de La Voix d'Alto. C'est un romancier et un essayiste. Alors, il ne s'agit donc ici que de savoir ce qu'il advient du sens de la nation et de mon identité devant une immigration extra-européenne qui la conteste comme valeur et qui, disons-le tout de go, ne peut que la détruire, non pas avec l'intention de le faire, écrit Richard Millet, mais parce que l'illimitation de son nombre et de son assentiment au diktat du libéralisme international rencontre cette terrible fatigue du sens, explication du titre, qui affecte les Européens de souche. Bon, la citation est un peu longue, mais c'est un livre à lire. Aux éditions C'est un livre philosophique avant tout, et c'est aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. On le trouve très On le facilement. trouve à la hein. librairie Facta. Ah, voilà, très bien, À la librairie Emmanuel. Facta qui est rue 4 de rue de Clichy. 4 Non, rue rue de de Clichy. Clichy, Nous métro Saint-Lazare Oui, ou nous l'avons Trinité. mis en vente Trinité parce que également. c'est un ouvrage exceptionnel. Bon, eh bien alors, nous engageons tous nos auditeurs à se le procurer au plus vite auprès de la librairie Facta. Alors, on aurait aimé évoquer le printemps arabe, la Turquie et le FN Marine dans ses évolutions. On le fera dans une prochaine émission, si vous le voulez bien revenir à ce micro, parce que nous avons maintenant les cultissimes chroniques de notre ami PGL. En tout cas, avec ou sans revolver, d'abord je rappelle les références des deux derniers ouvrages de notre ami Pierre Le Vigan, donc Le Front du Cachalot, Carnet de fureur et de jubilation, avec une préface de Michel Marmin chez Du Alpha, et La tyrannie de la transparence, avec une préface d'Arnaud Guillot-Janin aux éditions de l'Ancre. Voilà. Emmanuel, on peut rappeler les aussi trouve à la votre... librairie 10 rue Primatis. Voilà, peut- que vous on trouvez peut- à la librairie Primatis, au 10 rue Primatis, près de la place d'Italie. On rappelle aussi l'ouvrage d'Emmanuel sur le siècle, hein, qui est toujours d'actualité, qui le sera pendant un moment, je pense. Au cœur du pouvoir. Voilà, au cœur du pouvoir. Édition Facta, vous le trouvez pour l'acheter sur lesiècle.info. Voilà. Très bien, un très bon site. Alors, toujours aux éditions du Alpha, enfin, c'est paru, hein, le tome 8 des chroniques du regretté Medjean, alias Jean Mabir, Que lire, hein, donc un véritable antidote au sinistre de l'éducation nationale sur le plan littéraire, avec toujours ces magnifiques portraits d'écrivains qui ne cessent de nous enchanter, où on constate qu'avec sa plume alerte, Jean Mabir avait l'art de mettre en situation des écrivains qui venaient d'horizons différents, qui n'étaient pas forcément représentants de notre vision du monde au sens très large, mais qui étaient toujours restitués dans leur contexte et surtout dans les patries charnelles dont ils étaient originaires. Et voilà, donc le tome 8 que lire avec tout un ensemble. On se procure la librairie Primatis que je viens de citer, donc dans le 13e arrondissement, qu'on peut commander donc sur le site des éditions du Alpha. Donc Jean Mabir, Que lire, le tome 8. On regardera simplement ces couvertures ouvertes qui ne sont pas très élégantes. C'est Et assez pas toujours très curieux. pratique, donc Philippe Aranda, si vous nous écoutez, bon, essayez. Une couverture pleine. Une couverture Allez, pleine la on passe à prochaine la fois. suite. Ensuite, la dernière livraison de la revue de débat et d'idées Crisis, à laquelle d'ailleurs notre ami Pierre Le Vigan a collaboré, qui a pour thématique le chaos. Une thématique plus que jamais actuelle, vu les événements qui se profilent dans les mois qui viennent. Alors, un numéro très intéressant où justement cette problématique est abordée sous des angles très différents, avec une multitude de signataires. Alors, bien sûr, Pierre Le Vigan a signé un article philosophique sur Empédocle. On voit des signatures de Jean-François Gauthier aussi, des articles plus philosophiques. Alain Benoît évoque les thèses de Michael Hart et Antonio Negri, Tony Negri, Voilà, donc une l'ancien analyse critique. voilà, de ces thèses-là, qui sont un petit peu la Bible des altermondialistes, entre autres. Enfin, Tony, il faut rappeler qu'il est Tony Negri aussi. Oui, Tony Negri, C'était le maître à penser des Brigades Rouges. oui, enfin, c'était une organisation aussi de la gauche révolutionnaire, mais c'était Renato Curcio, le maître à penser. Non, Renato Curcio était le patron. Et de patron, voilà. Alors Oui, que mais bon. lui est plutôt l'idéologue. Mais Inter- Renato Curcio, inter- voilà, à la différence que Curcio est resté fidèle à ses idéaux d'origine, alors que Tony Negri aujourd'hui a rejoint un petit peu donc les rangs de l'oligarchie, le la grand gouvernance courant. mondiale, version présentable, altermondialiste, donc post-gauchiste en quelque sorte. Un article d'Éric Wenner sur ces thématiques concernant l'avant-guerre
civile. Hein, donc, Toujours qui est le excellent. titre aussi, toujours excellent. Hein. Un entretien avec l'économiste Simoneau qui est très riche. Oui, trouve. les talons or. Un article de Michel Drac sur le chaos monétaire. Michel Drac, nous avions reçu à notre antenne. Entretien avec Bernard Lugan sur l'Afrique noire est-elle vouée au chaos. Voilà, une livraison Voilà, des très regards riche. croisés. Des textes de Georges Sorel, de Martin Heidegger. Donc vraiment, pour des munitions intellectuelles, pour se muscler un petit peu les neurones. Hein, donc le numéro 35 de la revue Crisis, donc intitulé Le chaos. On le trouve sur le site revue-élément.com. Et à la librairie Facta. Les facteurs, également. Tout à la Alors, librairie Facta. on trouve tout, 4 c'est- de Clichy, c'est ça. C'est une espèce de caverne d'Alibaba. Les auditeurs, en tout cas, savent que je me passionne depuis Non, il y a longtemps tout. pour les thématiques relatives donc à la Russie et à son étranger proche. Je suis parfois critique sur certaines prises de position inconditionnelles concernant les positionnements aujourd'hui de l'intelligentsia et de la classe politique russe. Je n'en suis que d'autant plus à l'aise pour dire beaucoup de bien d'un ouvrage récent qui est publié par un certain Jean Géronimo, qui est chercheur à l'université de Grenoble, intitulé La pensée stratégique russe entre réforme et inertie, préfacé par Jacques Sapir himself, s'il vous plaît, aux éditions Sigest. Alors c'est un ouvrage très concis, mais extrêmement dense, justement, qui analyse aujourd'hui les permanences et les nouveautés de la pensée stratégique russe. C'est quelqu'un qui a étudié l'Union soviétique dans une thèse universitaire déjà depuis plusieurs années, qui connaît très bien cette problématique, qui a des références sûres, qui a surtout un ton mesuré, hein, et qui trace des pistes de réflexion qui ne sont pas totalement novatrices, mais en tout cas qui synthétisent en fin de compte ce qu'il est intéressant de savoir sur les orientations stratégiques russes dans ce monde multipolaire qui est en train de se construire difficilement, les agissements des États-Unis autour bien sûr de la pensée majeure de Zbigniew Brzezinski et son grand échiquier, des développements sur aussi la situation en Asie centrale. Donc c'est vraiment une étude solide, hein, donc que je ne peux que vous conseiller et que d'ailleurs dont on peut lire quelques extraits sur le net. Hein. Jean Géronimo avait publié quelques articles sur des sites anticonformistes comme Voxener et et Géostratégie. Entretien à Flash aussi récemment. Voilà, qui a été repris, je crois, aussi sur Voxener. Hein. On peut aussi signaler dans le registre du monde russe au sens très large un gros volume qui est sorti récemment aux éditions Autrement sur l'Eurasie. Oui, je l'ai feuilleté. Assez intéressant, c'est intéressant. avec des orientations diverses, parfois un peu contestables, mais enfin un ouvrage assez intéressant sur les pays en fait de l'ex-Union soviétique aux confins de la Chine et de la Turquie, donc des enjeux très importants, des zones très mouvantes, notamment des enjeux en termes d'énergie, de ressources naturelles, pétrole, gaz, etc. Alors dernier ouvrage aussi qui reste un petit peu souché sur les problématiques russes, c'est aussi sur le plan plus historique et mémoriel, c'est le dernier ouvrage de Jean-J. Maliarakis, hein, donc animateur du site L'Insolent, ancienne figure de proue d'une nationalisme révolutionnaire dans les années 80, le mouvement de Troisième Voie. Donc Jean-J. Maliarakis vient de sortir un ouvrage intitulé L'Alliance Staline-Hitler. Un ouvrage donc qui évoque principalement donc le pacte germano-soviétique et ensuite tous les événements qui ont tourné autour de cette question, qui est aujourd'hui une question sensible, hein, notamment pour les Russes qui malheureusement, et ça je l'avais signalé à plusieurs reprises, ont tendance à reprendre des fois les thèses soviétiques de l'époque et à s'y accrocher fermement. Je dois avouer que c'est un ouvrage qui m'a un peu déçu. En fait, c'est un ouvrage qui est composé à un tiers de commentaires, de documents traduits principalement de la Wilhelmstrasse allemande, donc 95 documents traduits de la diplomatie allemande, quelques extraits du discours de Staline. Cet ouvrage m'a laissé un peu sur ma faim. Je l'ai trouvé très en deçà du Yalta que Maliarakis avait écrit en 1982. Surtout, il abonde à la thèse un peu libérale de la conjonction idéologique des deux totalitarismes, au risque d'évacuer parfois d'un revers de main des thèses alternatives, notamment la fameuse thèse de l'attaque préventive d'Hitler, consécutive notamment au fameux ouvrage de Victor Souvorov, Elle se transfuge du GRU, Vladimir Rezun de son vrai nom, Le brise-glace qui est sorti chez Olivier Orban en 1989, ou les thèses de l'historien militaire allemand Joachim Hoffmann, La guerre d'extermination de Staline chez Akribeya. Donc là, je trouve que Maliarakis, un peu, je pense, pour les besoins de sa démonstration, balaye un peu trop rapidement de revers de bras ces thèses alternatives qui méritent quand même un coup d'œil plus approfondi. Donc un ouvrage que les passionnés de la question
liront surtout pour la somme documentaire, plus que malheureusement les commentaires à ces documents de la plume de l'auteur, qui ne sortent pas de sentiers archi rebattus malheureusement. Je suis resté vraiment un peu sur ma faim pour pas dire un peu déçu. Donc aux éditions du Trident, donc l'alliance Hitler-Staline. Merci, cher PGL, pour ces chroniques culturelles dont vous retrouverez le détail sur le blog Méridien Zéro, ainsi que l'actualité littéraire de nos deux invités, que je remercie également pour leur présence ce soir dans nos studios. Quelques annonces avant de clore cette émission. Soutenez, écoutez et diffusez Europa Radio, la radio dirigée par notre ami le Baron Ouf. Il a besoin de vos soutiens. N'hésitez pas, et allez aussi faire un tour sur Furax TV, la télé qui dérange, la télé pirate. La première émission a été mise en ligne, voilà une grosse semaine. Je salue enfin, pour terminer, tous les autonomes, les corsaires, les bandits, les flibustiers, les pirates de Saint-Étienne, de Toul, de Paname, de Tours, de Rouen et de Lyon. Il y a bien d'autres villes, mais j'en oublie. Maintenez la ligne, messieurs. C'était le lieutenant Sturm à la barre de Méridien Zéro ce soir, à l'abordage et pas de quartier. Bonsoir.